J'ai tué mon frère ce soir-là. Pas avec un couteau ou une balle. Mais avec des mots que j'avais gardés enfouis comme des braises sous la cendre. Attendant le vent pour ravager tout. Il est arrivé chez moi. Sa chemise froissée comme son âme. Et il a osé me regarder dans les yeux en disant « Tu me dois de l'argent. Petit frère. C'est ton tour de payer. » Payer? Pourquoi? Pour les années où il avait fui comme un lâche. Laissant ses 2 filles mes nièces. Mes filles de cœur crevées de faim dans l'ombre de son absence? Non. Ce n'était pas de l'argent qu'il voulait, c'était de l'absolution. Et je n'en avais plus à donner. Paris. Cette ville qui avale les secrets comme un égout affamé. Nous avait vu naître dans le même ventre misérable du 18e arrondissement. Là où les immeubles haussmanniens se dressent comme des sentinelles fatiguées. Veillant sur des vies qui s'effritent. Notre mère. Une femme aux mains calleuses de lavandière. Nous avait élevés à la baguette et au silence. Nous apprenant que la famille était une chaîne, solide. Mais prête à étrangler si on tirait trop fort. Mon frère aîné. Antoine. Était le maillon brillant. Le beau parleur qui rêvait de gloire loin des lessives et des dettes. Moi. Lucien. Le cadet. J'étais la rouille. Celle qui ronge en silence. Attendant son heure. Les 3 mots qui ont tout déclenché? Papa n'est pas mort. C'est ce que ma nièce aînée, Élise, m'a lancé un jour. Ses yeux verts les mêmes que ceux d'Antoine brûlant de rage adolescente. Elle avait 14 ans. Et son père, qui avait disparu 5 ans plus tôt pour une vie de saltimbanque en province, vivait à 2 pas. Dans un studio minable de Belleville. Entouré de ses conquêtes éphémères et de bouteilles vides. Pas mort. Juste égoïste. J'ai senti alors le premier craquement dans ma poitrine. Comme si mon cœur était une vieille porte de métro qui s'ouvre sur l'abîme. Élise et sa petite sœur, Margot, vivaient avec leur mère. Une ombre brisée nommée Claire, qui trimait comme caissière chez Monoprix pour un salaire qui ne couvrait même pas les factures. Et Antoine? Il envoyait des cartes postales jaunies. Des promesses en l'air. Mais jamais un centime de pension alimentaire. J'ai pas les moyens, gémissait-il au téléphone quand je le harcelais. Sa voix pâteuse d'alcool et de regrets tardifs. J'ai commencé à payer. Moi. Pas par charité. Mais par une dette invisible que je me suis imposée, celle d'un oncle qui refuse de voir des enfants grandir dans la faim. Chaque mois. J'envoyais de l'argent à Claire. Prélevé sur mon salaire d'enseignant au lycée Lamartine. Où j'enseignais la littérature française à des gamins qui, comme moi, cherchaient des mots pour panser leurs plaies. Baudelaire pour les âmes perdues. Camus pour l'absurde de l'abandon. Mais Antoine? Il riait de mes leçons morales quand il daignait répondre à mes appels. La vie? Lucien. C'est pas un roman. C'est survivre. Survivre? Il survivait en pompant la vie des autres, en laissant ses filles comme des coquilles vides sur la plage de sa fuite. Ce soir-là, quand il a frappé à ma porte 3 coups secs, comme un huissier, j'ai su que le vent avait tourné. J'habite un petit appartement sous les toits de Montmartre, avec vue sur le Sacré-Cœur qui brille comme un phare moqueur dans la nuit parisienne. La pluie fine de décembre tambourinait sur les tuiles. Et l'air sentait le pain grillé de la boulangerie en bas. J'ai ouvert. Et là il était, Antoine. Amaigri. Les joues creusées. Mais avec ce sourire carnassier qui m'avait toujours fait haïr notre ressemblance. Salut. Frangin. Faut qu'on parle. Parler? On n'avait pas parlé depuis 2 ans. Depuis que j'avais menacé de le traîner devant le juge aux affaires familiales pour non-paiement. Il s'était évaporé alors.
Comme un fantôme dans le métro bondé. Et maintenant? Il osait revenir. Les mains tendues? Assieds-toi, ai-je dit. La voix plate. En désignant le fauteuil usé près de la fenêtre. Il s'est affalé. Allumant une gauloise malgré mes protestations, l'odeur âcre m'a ramené à notre enfance. À ces nuits où il fumait en cachette pendant que maman toussait dans la pièce d'à côté. Écoute. Lucien. Je suis dans la merde. Le proprio me lâche. J'ai perdu mon boulot au bar. J'ai besoin de 2000 €. Juste un prêt. Tu les as. Avec ton poste stable. Ses yeux. Ses yeux verts? Implorait. Mais je voyais le calcul derrière, il me jaugeait. Comme un joueur de poker qui sait que son frère est un livre ouvert. 2000 €. L'équivalent de ce que j'avais versé à Claire ces dernières années. Soustractif de mes nuits blanches à corriger des copies. De mes rêves avortés d'écrire un roman sur l'oubli familial. Et tes filles, ai-je demandé. Les mots sortant comme un crachat. Il a haussé les épaules. Ce geste si français. Si désinvolte. Elles vont bien. Non. Claire s'en sort. T'es pas leur père. Après tout. Pas leur père. Ces mots m'ont transpercé comme une lame rouillée. J'ai revu Élise. Hier encore. Me confiant ses doutes sur l'amour, les hommes partent toujours. Tonton. Comme papa. Margot. La petite. Qui dessine des maisons sans porte. Des familles sans père. Et moi. Le remplaçant. Le bouclier de chair et de sang contre l'absence. J'ai ri. Un rire sec. Qui a fait sursauter le tchat sur le rebord de la fenêtre? Tu me dois rien. Antoine. C'est moi qui te dois la vérité, t'es un parasite. T'as abandonné Élise et Margot comme on jette un mégot dans la Seine. Pas un sou? Pas une visite? Rien. Et maintenant? Tu viens quémander? Va te faire foutre. Il s'est redressé. Le visage rougeoyant sous la lampe tamisée. Qu'est-ce que t'en sais? J'ai souffert. Moi aussi. Le mariage? C'était une prison. J'avais besoin de liberté. Liberté. Ce mot, si cher au poète français, sonnait comme une excuse minable dans sa bouche. La dispute a éclaté comme un orage d'été sur la côte d'Azur, fulgurante. Violente. Gorgée d'éclairs. Je lui ai jeté à la figure les lettres d'Élise. Ces missives froissées où elle suppliait son père de revenir. De payer au moins l'école. Regarde ça. Regarde ce que t'as fait d'elle. Il les a repoussés. Les yeux fous. T'es jaloux? Lucien. Toujours le petit frère parfait. Le sauveur. Mais t'as pas d'enfant? Pas de femme. T'es vide. Comme un livre sans pages. Vide? Oh. Il avait touché la plaie. Celle que je cachais sous mes leçons de philo, l'amour que j'avais fui. Par peur de reproduire l'abandon. Parraine de notre sang maudit. Mais ce n'était que le début. La nuit s'est étirée. Nos voix montant en crescendo. Déchirant le silence de l'immeuble. Les voisins ont dû entendre Madame Duval. La veuve du troisième. Qui frappe toujours au mur pour les bruits mais personne n'est intervenu. À Paris. On respecte les drames privés. On les laisse mijoter comme un pot-au-feu trop longtemps sur le feu. Antoine a pleuré. Pour la première fois depuis l'enterrement de maman. Des larmes salées qui coulaient sur ses joues mal rasées. Aide-moi. Frangin.
Pour l'amour de Dieu. Pour l'amour de Dieu. Il n'y en avait plus. Pas dans cette famille. J'ai sorti le dossier. Ce classeur jauni que je gardais dans le tiroir du bureau, factures impayées de Claire. Relevé bancaire de mes virements. Même une plainte au tribunal pour recouvrement de pension que j'avais initiée en son nom. Tu vois ça? C'est ce que tu dois. Pas à moi. À elle. Mais puisque t'es là. Signons un papier. Tu rembourses. Ou je te poursuis jusqu'à ce que tes dettes te noient comme la Marne en crue. Il a pâli. Signant d'une main tremblante. Mais dans ses yeux. Je lisais la revanche naissante, il ne pardonnerait pas. Quand il est parti. Vers minuit. La pluie avait cessé. Laissant l'air frais et chargé d'odeurs de terre mouillée. J'ai fermé la porte. Le cœur battant comme un tambour de la garde républicaine. Tuer avec des mots, c'était fait. Mais la revanche. La vraie. N'était pas finie. Elle venait de commencer. Tapis dans les recoins de mon esprit. Comme un roman de Zola qui attend son dénouement sanglant. Les jours suivants. J'ai faim la normalité. Cours au lycée. Où j'enseignais l'étranger à des élèves indifférents. Leur regard vitreux me renvoyant mon propre vide. Meurs-tu parce que tu vis? Ou vis-tu parce que tu meurs, demandais-je. Et il ricanait. Ignorant que ces mots étaient ma prière nocturne. Chez Claire. L'ambiance était tendue, Élise. Maintenant 15 ans. Fumait en cachette sur le balcon de leur HLM de Clichy. Ses boucles brunes dansant dans le vent. Tonton. Papa est revenu, m'a-t-elle demandé un soir. En mâchonnant un sandwich au jambon trop sec. J'ai menti, non. Ma chérie. Il est loin. Mensonge pieux. Mais nécessaire. Margot. 8 ans. Dessinait encore ses maisons sans porte, je lui ai offert un cahier neuf. Rempli de couleurs vives. En lui chuchotant, les portes. On les ouvre soi-même. Antoine. Lui. A disparu à nouveau. Mais pas sans trace. Un SMS lapidaire, t'inquiète. Je vais rembourser. Mais t'auras des nouvelles. Des nouvelles? J'en ai eu. Et vite. Une semaine plus tard. Claire m'appelle en pleurs, Lucien. Il est venu. Il a emmené les filles au parc. Et il leur a dit que c'était moi qui l'empêchais de les voir. Le salaud. Il retournait la situation. Semant le doute comme un jardinier maléfique. Élise. Influençable. M'a bombardé de messages, c'est vrai. Tonton. Maman ment. J'ai dû intervenir. Passer la soirée à Clichy. À boire un thé amer avec Claire. Dont les yeux rougis trahissaient les nuits sans sommeil. Pourquoi il fait ça, gémissait-elle. Ses mains serrant la tasse comme un talisman. Claire était une femme simple. Originaire de Bretagne. Avec cette rudesse atlantique qui craque sous le poids des trahisons. Elle avait aimé Antoine follement. L'avait suivi à Paris pour un rêve de cinéma qu'il n'avait jamais concrétisé. Il dit que tu l'as menacé. Lucien. Que t'es jaloux de son talent. Talent? Antoine n'avait jamais rien créé d'autre que du chaos. J'ai serré sa main. Sentant la callosité de ses heures à la caisse. Je le protégerai. Claire. Nous le ferons payer. Payer. Ce mot est devenu mon mantra. Gravé dans les veines comme un tatouage invisible. J'ai commencé à creuser. À fouiller son passé avec la minutie d'un détective de polar français. Appel à d'anciens collègues du bar où il bossait. À des ex-petites amies qu'il avait larguées comme des Kleenex.
Ce que j'ai découvert m'a glacé, des dettes partout. Un prêt usurier à Pigalle qui le rançonnait. Et pire, une rumeur d'harcèlement sur une ancienne conquête. Antoine n'était pas juste un père indigne, il était un homme en déroute. Un naufragé qui coulait tout ce qu'il touchait. Mais la revanche. Je la voulais psychologique. Pas brutale. Pas de violence physique ça. C'était pour les films de Luc Besson. Non. Je voulais le briser de l'intérieur. Le forcer à affronter le monstre qu'il était. J'ai contacté un avocat. Un ami de la fac nommé Bertrand. Spécialiste en droit familial. On peut le coincer pour abandon de famille, m'a-t-il dit au téléphone. Sa voix rauque de fumeur invétéré. Mais ça prendra du temps. Et de l'argent. Temps et argent, mes deux monnaies d'échange. En attendant. J'ai veillé sur les filles comme un cerbère. Dimanche au Louvre avec Élise. Où je lui parlais de la Mona Lisa comme d'une femme qui garde ses secrets, promenade au bord de la Seine avec Margot. Ramassant des feuilles d'automne pour en faire des couronnes. T'es mon vrai papa. Tonton, m'a-t-elle dit un jour. Son petit visage levé vers moi. Et j'ai dû me détourner pour cacher les larmes. Vrai papa. Ces mots étaient une lame à double tranchant, joie et culpabilité. Amour et fardeau. Puis. Le coup de théâtre. Un soir de novembre. Pluvieux et venteux. Antoine réapparaît. Mais pas chez moi. Chez Claire. J'y suis arrivé en trombe. Taxi lancé à travers les embouteillages de la périphérique. Le cœur en vrac. La scène était digne d'un Molière tragique, lui. Debout dans le salon exigu. Les poings serrés, elle. Recroquevillée sur le canapé. Les filles blotties contre elle comme des oisillons terrifiés. Il veut les emmener. Lucien. Il dit qu'il a des droits, hurlait Claire. Sa voix brisée par les sanglots. Antoine m'a vu dans l'encadrement de la porte. Et son visage s'est tordu en un rictus de défi. Elles sont à moi. Frangin. La loi est de mon côté. J'ai signé pour la garde partagée. Il y a des années. Mensonge? Vérité? J'ai bondi. Le plaquant contre le mur. Mes mains autour de son col. Touche-les. Et je te jure que je te détruis. Les filles ont crié. Élise, arrêtez, et le monde a basculé. Police appelée par un voisin. Nuit au commissariat du 18e. Déposition sous les néons blafards. Antoine libéré sous caution. Moi averti pour voie de fait. De retour chez moi. Seul dans l'aube grise. J'ai compris, la guerre était déclarée. Pas une guerre de poing. Mais de l'esprit. J'allais le traîner dans la boue de ses propres mensonges. Le forcer à regarder en face les fantômes qu'il avait créés. Et pour ça, j'avais besoin d'un plan. Froid. Logique. Impitoyable comme la justice française. Les semaines qui ont suivi cette nuit chaotique ont été un lent empoisonnement. Un venin distillé goutte à goutte dans les veines de notre famille dysfonctionnelle. Paris. Avec ses boulevards engorgés et ses cafés enfumés. Devenait un labyrinthe où chaque coin de rue menaçait de révéler un nouveau piège tendu par Antoine. J'ai pris un congé maladie au lycée au burn-out. Ai-je prétexté à mon directeur? Un homme bourru qui hochait la tête sans poser de questions. Comme on fait dans l'éducation nationale française. Où les silences sont des diplômes. En réalité, je passais mes journées à assembler les pièces d'un puzzle macabre, documents légaux. Témoignages. Et surtout, les fissures dans l'armure d'Antoine que je commençais à entrevoir. Bertrand, mon avocat, m'a convoqué dans son cabinet du Marais.
Un antre victorien au rayonnage croulant sous les codes d'aloes et les plaidoiries jaunies. Assis dans un fauteuil de cuir craquelé. Un café serré à la main en noir comme mon humeur. Il m'a exposé le tableau. Ton frère est un filou. Lucien. Il a bien signé un jugement de garde partagé en 2018. Mais il n'a jamais exercé ses droits. Pire. Il a accumulé des arriérés de pension qui s'élèvent à plus de 15 000 euros. On peut le faire condamner pour abandon moral et financier. Mais attention, il contre-attaque en te dénonçant pour diffamation et entrave à la garde. Diffamation? J'ai éclaté d'un rire amer. Qui a fait tressaillir la secrétaire dans l'antichambre? Il me traite de menteur? Après avoir fui comme un dératé? Bertrand, avec son air de Dupin des temps modernes, a ajusté ses lunettes cerclées d'argent. La loi protège les pères, même indignes. En France. C'est le legs de la parité parentale. Noble en théorie. Cruel en pratique. Il veut les filles pour les faire chanter, venez avec moi. Ou je vous laisse rien. Rien. Ce mot résonnait comme un glas dans ma tête. Élise et Margot n'avaient déjà rien de lui. Sauf des cicatrices invisibles. Ces marques que l'on porte comme des tatouages sous la peau. Indélébiles. Dehors. Le marais bruissait de vie, touristes japonais mitraillant les façades Renaissance. Couples homosexuels se tenant la main sans crainte au Paris. Ville des amours contrariés. Mais aussi des haines tenaces. J'ai marché longtemps. Le long de la Seine dont les eaux troubles reflétaient les lumières des ponts comme des promesses brisées. Mon plan se dessinait, non pas une attaque frontale, mais une érosion. Un grignotage psychologique. J'allais le forcer à se confronter à ses filles. À les voir grandir sans lui. À sentir le poids de son absence comme un boulet de forçat. Le premier coup. Je l'ai porté subtilement. J'ai organisé une réconciliation familiale chez Claire. Sous prétexte d'un anniversaire, celui de Margot. 8 ans. Avec un gâteau au chocolat de chez le nôtre et des ballons gonflés à l'hélium. Antoine a mordu à l'hameçon. Arrivant en retard. Les cheveux plaqués par la gomina bon marché. Une peluche sous le bras pour Margot. Joyeux anniversaire? Ma puce, a-t-il dit. La voix enrouée. Tendant le cadeau comme une offrande. Margot l'a pris. Poli. Mais ses yeux, ses grands yeux bruns hérités de Claire restaient froids. Distants. Élise. Elle l'a ignoré ostensiblement. Pianotant sur son téléphone. Ses écouteurs diffusant du rap français rageur, Necfeu. Des paroles sur les pères absents. Le dîner a été un champ de mine. Autour de la table en formica. Sous la lumière crue de l'ampoule nue. Nous mangions en silence. Ponctué de mes questions anodines. Et ton boulot? Antoine? Toujours au bar? Il a mâché son rôti. Évitant mon regard. Ouais. Ouais. Ça va. Et toi? L'école? J'ai souri. Ce sourire de prof qui sait quand un élève ment. Les filles excellent. Élise a eu 16 ans dissert sur Madame Bovary le thème de l'abandon. Justement. Élise a rougi. Fière? Mais Antoine a tiqué. Sa fourchette suspendue. Abandon? C'est quoi ces conneries? J'ai haussé les épaules. La littérature. Frangin. Elle creuse les plaies pour les guérir. Margot a brisé le malaise en demandant. Innocente, papa. Pourquoi t'es pas venu à mon spectacle d'école? Antoine a toussé. Avalant de travers. J'étais occupé. Ma chérie. Mais je viendrai au prochain.
Mensonge. Il n'y en avait pas eu de précédent. Et il n'y en aurait pas. J'ai vu le doute s'insinuer en lui. Comme une fissure dans un vase de sèvres. Claire, silencieuse jusqu'alors, a ajouté d'une voix tremblante, occupée. C'est facile. Payer. C'est dur. Le silence qui a suivi était assourdissant. Seulement rompu par le tic-tac de l'horloge murale. Comptant les secondes de son humiliation. Il est parti tôt. Prétextant un mal de tête. Mais pas avant que je glisse à Élise un mot, montre-lui tes dessins. Ma grande. Elle a obéi. Déployant sur la table ses croquis d'école, des portraits de famille idéalisés. Ou un homme aux cheveux noirs à moi. Pas lui tenait la main de deux petites filles sous un soleil radieux. Antoine a fixé les feuilles. Blême. Et pour la première fois. J'ai vu la peur dans ses yeux, la peur d'être effacé. Remplacé par un fantôme plus solide que le sien. Les retombées ont été immédiates. Le lendemain. Un appel furieux, qu'est-ce que t'as foutu hier? Lucien? Les gosses me détestent à cause de toi. J'ai ri doucement. Imaginant son appartement de Belleville. Jonché de bouteilles et de regrets. Non. Antoine. Elle te déteste à cause de toi. Mais viens dîner dimanche prochain. On recommence. Il a raccroché. Mais j'ai su qu'il reviendrait. Les drogués à la culpabilité reviennent toujours. Entre-temps, j'ai approfondi ma recherche. Une visite à l'huissier de Belleville. Un homme trapu nommé Raoul qui empestait le pastis. M'a révélé l'étendue des dettes d'Antoine, 20 000 € à un usurier local. Des factures d'électricité impayées. Même un prêt pour une voiture qu'il avait revendue au marché noir. Il est au bord du gouffre. Ton frère, m'a dit Raoul. En griffonnant sur un calepin graisseux. Dis-lui de payer. Ou ils lui casseront les jambes. J'ai payé une partie moi-même anonymement. Viens un virement tracé au nom par pitié. Mais pour le garder à flot. Pour qu'il ne sombre pas trop vite. La revanche parfaite est lente, elle ronge comme l'acide sur le marbre. Élise. De son côté. Se rebellait. Adolescente typique de banlieue parisienne. Elle séchait les cours pour traîner au but de Chaumont. Fumant des clopes volées et flirtant avec des garçons aux casquettes vissées. Jouer les hommes, m'a-t-elle confié un après-midi. Alors qu'on sirotait des menthes à l'eau chez un zinc de Pigalle. Papa m'a appris ça. J'ai posé ma main sur la sienne. Sentant la fragilité de ses os d'oiseau. Pas tous. Élise. Certains réparent ce que d'autres brisent. Elle a levé les yeux. Et j'ai vu en elle le reflet de maman, cette force bretonne. Têtue. Prête à tout pour survivre. Antoine est revenu au dîner suivant. Plus nerveux. Les ongles rongés jusqu'au sang. Cette fois. J'avais préparé le terrain, des photos de famille anciennes. Disposées sur le buffet comme des totems. Notre enfance à Barbès. Maman nous tenant par la main devant un étal de fruits. Antoine et moi. Complices dans nos shorts trop courts. Regarde. Les filles, ai-je dit en passant les clichés. Votre papa était un héros. À l'époque. Ironie mordante. Mais Antoine a mordu. Racontant des anecdotes gonflées, moi et Lucien. On volait des pommes au marché pour maman. Les filles ont ri. Poliment. Mais leurs yeux disaient, et maintenant? La brèche s'élargissait. Margot. La petite. A osé poser la question fatidique, papa. Tu vas payer l'école d'Élise? Elle veut aller en prépa. Antoine a étouffé. Son verre de vin rouge à la main. Bien sûr. Ma puce.
Bientôt. Bientôt. Ce mot, écho de ses promesses passées, a fait exploser Élise, bientôt comme les 5 dernières années? T'es qu'un menteur. La table a basculé dans le chaos, cri. Assiette jetée. Antoine se levant d'un bond. Le visage congestionné. Tais-toi. Petite. Tu sais rien de la vie. J'ai dû le retenir. Mes doigts enfoncés dans ses biceps. Sentant les muscles tendus comme des câbles. Il est parti en claquant la porte. Mais pas sans un regard en arrière, un mélange de haine et de désespoir qui m'a donné la nausée. Plus tard. Seul avec Claire. J'ai murmuré, il craque. Bientôt. Il suppliera. Elle a hoché la tête. Épuisée. Mais une lueur nouvelle dans les yeux, l'espoir d'une justice. Même amère. Mon propre psychisme. Cependant. N'était pas indemne. Les nuits. Je revivais la scène en boucle, son visage tordu. Les cris des filles. Le bruit de la porte. Étais-je le vengeur? Ou le bourreau? Un soir, après un verre de trop de Bordeaux, j'ai ouvert mon vieil ordinateur et commencé à écrire, pas un roman, mais un journal. Des pages noircies de rage et de remords. Antoine n'est pas le monstre, il est le miroir de ce que je pourrais devenir si je lâchais prise. Mais je ne lâcherai pas. Pas maintenant. Le tribunal a fixé une audience pour janvier. Dans le palais de justice de l'île de la Cité, ce vaisseau gothique où les âmes se jugent sous les voûtes séculaires. Bertrand m'a briefé, on demande la suspension de ses droits de garde. Et un recouvrement forcé des arriérés. Antoine, averti par huissier, a tenté une contre-attaque, une lettre à Élise et Margot. Larmoyante. Jurant l'amour éternel et promettant un nouveau départ. Les filles me l'ont montré. Élise la froissant avec dédain, il croit qu'on est stupide. Non. Mais il croyait en sa propre fiction. Ce conteur de mensonges qui avait fait de sa vie un mélodrame raté. Et moi? Je serais le cœur grec. Commentant ses chutes avec une ironie cruelle. La revanche avançait. Inexorable comme la marée montante sur les plages de Normandie. L'hiver parisien s'est abattu sur nous comme un linceul gris. Avec ses pluies incessantes qui transforment les pavés en miroirs brisés. Reflétant nos âmes fracturées. Décembre 2025. Et le froid s'infiltrait partout, dans les os de Claire. Qui toussait la nuit comme maman autrefois, dans les yeux d'Élise. Voilée de mascara coulant après une énième dispute avec sa mère, dans mon appartement. Où le radiateur crachotait une chaleur tiède. Insuffisante contre les frissons de l'attente. L'audience approchait. Et avec elle. Le risque que tout bascule ou que la loi. Cette grande égalitaire aveugle. Rende à Antoine ce qu'il n'avait jamais mérité. J'ai intensifié le siège psychologique. Transformant chaque interaction en une leçon de miroir déformant. Un appel hebdomadaire. Feintement amical, salut. Frangin. Les filles vont bien. Élise prépare son bac. Margot lit Le Petit Prince, tu sais. L'histoire du renard qu'on apprivoise. Ça te parle? Silence à l'autre bout. Puis sa voix rauque, arrête tes sous-entendus. Lucien. Je sais ce que tu mijotes. Mijoter? J'étais un chef cuisinier de la culpabilité. Mijotant un ragoût amer qu'il avalerait à la petite cuillère. Les filles. Elles. Étaient mon arme secrète. Involontaire mais redoutable. Élise. En pleine adolescence rebelle. Avait commencé à envoyer des messages à Antoine, non pas des supplications. Mais des factures. Papa. 150 € pour mes cours de violon. Tu paies ou pas? Margot. Plus subtil.
Lui dessinait des cartes, un père en train de disparaître dans un nuage de fumée. Avec la légende revient entier. Ces missives arrivaient chez lui comme des flèches empoisonnées. Et je les imaginais le transpercer dans son studio étriqué. Entouré de posters jaunis de Gainsbourg et de bouteilles de Ricard. Claire, quant à elle, tenait bon. Mais à quel prix? Je la voyais s'étioler. Sa silhouette autrefois ronde se creusant comme un paysage breton battu par les vents. Un soir, après avoir couché les filles, elle s'est effondrée dans mes bras. Son corps secoué de sanglots. Je le hais. Lucien. Mais je l'aime encore. Quelque part. C'est ça qui me tue. Amour et haine. Ces jumeaux siamois de l'âme humaine. Entrelacés dans la chair. Je les serrai. Sentant son parfum de lessive bon marché et de sel marin. Et j'ai murmuré, laisse-moi le haïr pour toi. C'est mon rôle. Rôle d'oncle. De frère. De justicier autoproclamé. Antoine. Acculé. A contre-attaqué de manière imprévue. Une visite surprise au lycée Lamartine. Où il s'est pointé pendant la pause déjeuner. Guettant Élise à la sortie du réfectoire. Elle m'a appelé en panique, tonton. Il est là. Il veut me parler seul à seul. J'ai sauté dans un Vélib. Pédalant furieusement à travers le trafic de la rue de Rivoli. Le cœur cognant comme un piston. Arrivé sur place. Je l'ai trouvé adossé à la grille. Une cigarette au bec. Discutant avec ma nièce d'une voix mielleuse. Papa dit que t'es méchante avec lui, m'a lancé Élise. Les bras croisés. Mais ses yeux trahissaient le doute. J'ai écarté Antoine d'un geste sec. Le traînant vers un banc sous les marronniers dénudés. Qu'est-ce que tu fous ici? T'as pas le droit de l'approcher sans autorisation. Il a ricané. Exhalant une bouffée de fumée qui s'est enroulée autour de nous comme un serpent. Droit. T'es pas son père. Lucien. Et t'es pas le mien non plus. Maman t'aimait plus que moi. La petite chose fragile qu'elle protégeait. La pique a touché juste. Ravivant l'ancien ressentiment, maman. Qui me bordait la nuit pendant qu'Antoine vagabondait. Qui me donnait les plus gros morceaux de pain. C'est pas une compétition, ai-je sifflé. C'est la réalité, t'as merdé. Et tu paies. Il s'est penché. Son haleine aigre de tabac et de désespoir. Et si je te disais que j'ai un cancer? Stade 3. C'est pour ça que j'ai besoin d'argent. Pour les chimios. Cancer? Le mot m'a cloué sur place. Le monde vacillant comme un décor de théâtre. Était-ce vrai? Un mensonge? Ses yeux. Ses yeux verts? Ne laissaient rien transparaître. Prouve-le, ai-je exigé. La voix étranglée. Il a haussé les épaules. Viens à l'hôpital demain. On verra. L'hôpital Cochin. Avec ses couloirs stériles et ses relents d'antiseptiques. Est un purgatoire moderne où les vérités se révèlent nues. Antoine m'y attendait dans une salle d'attente bondée. Un dossier médical à la main. Le diagnostic était réel, carcinome pulmonaire. Lié à des années de tabagisme forcené. J'ai 6 mois. Peut-être un an, a-t-il dit. La voix plate. Allumant une clope malgré l'interdiction au défi ultime au destin. J'ai senti un gouffre s'ouvrir en moi, haine et pitié. Ces ennemis irréconciliables. Se disputant mon âme. Pourquoi tu l'as pas dit plus tôt, ai-je murmuré. Assis sur une chaise en plastique qui grinçait sous mon poids. Il a expiré lentement. La fumée dansant sous les néons. Pour pas que tu me plaignes. Je voulais pas être le malade pitoyable. Pitoyable.
Le mot convenait. Mais pas comme il l'entendait. Et les filles? Elles méritent de savoir. Il a secoué la tête. Non. Ça les briserait. Laisse-moi partir en héros. Pour une fois. Héros? L'ironie m'a arraché un sourire amer. De retour chez moi. J'ai arpenté la pièce comme un lion en cage. Le chat me suivant des yeux avec indifférence. Cancer. Cela changeait tout. Ou rien. La revanche. Était-elle encore justifiée face à la mort? J'ai appelé Bertrand tard dans la nuit, il est malade. Grave. Silence pondéré. Puis, ça n'efface pas les dettes. Mais ça humanise le salaud. Réfléchis. Lucien. La loi est froide. Mais la famille est chaude. Chaude de fièvre. Oui. J'ai passé la nuit à veiller. Lisant des passages de la peste de Camus ou l'absurde de la souffrance. L'isolement face à la maladie. Au matin. Une résolution, je confronterai Antoine. Mais avec miséricorde armée. Rendez-vous dans un café de la Contrescarpe. Quartier latin. Où les étudiants défilaient comme des ombres joyeuses. Il est arrivé voûté. Un bonnet enfoncé sur la tête. Commandant un café crème qu'il n'a pas touché. Je retire la plainte, ai-je annoncé. Si tu signes un aveu complet, abandon. Non-paiement. Tout. Et tu leur dis la vérité sur la maladie. Il a pâli. Ses doigts tremblants sur la tasse. T'es un sadique. Lucien. Me forcer à ça? Sadique? Non. Juste logique? Comme un syllogisme de Descartes. Ou tu crèves seul. Ou tu meurs en homme. Il a signé. Là. Sur une nappe en papier. Les larmes coulant sur l'encre fraîche. Pour les filles. Seulement pour elles. La révélation aux nièces a été un arrachement. Chez Claire. Autour d'une table chargée de madeleines, clin d'œil proustien à nos enfances perdues. Antoine a balbutié son aveu. Je suis malade. Mes amours. Très malade. Élise a hurlé. Margot s'est réfugiée dans mes bras. Son petit corps secoué de hoquet. Claire. Stoïque. A versé le thé. Ses mains fermes pour la première fois depuis des mois. On est là, ai-je dit. Englobant la pièce d'un geste. Tous. Mais la pitié a ses limites. Antoine. Libéré de la pression légale. A sombré plus profond, rechutes alcooliques. Nuit à l'hôpital. Appel nocturne où il geignait, j'ai peur. Frangin. Peur? Je connaissais. Celle qui ronge les entrailles comme un rat dans les murs d'un vieil immeuble haussmannien. Je répondais. Présent. Mais distant l'oncle qui soigne sans guérir. Noël approchait. Et Paris se parait de guirlandes criardes. Masquant mal les solitudes. J'ai emmené les filles au marché de Noël des Champs-Élysées. Leur rire forcé face aux stands de vin chaud et de santons provençaux. Papa va mourir, a demandé Margot. Mordant dans une crêpe au sucre. Peut-être, ai-je répondu honnêtement. Mais on vit quand même. Vivre. Ce mot, si simple, était ma revanche ultime, leur offrir une vie sans son ombre. Ou avec. Mais allégé. Antoine. Lui. Luttait. Une chimio réussie. Un espoir ténu. Mais dans ses yeux. Quand il nous rejoignait pour les fêtes pâles. Chauve sous son bonnet. Je voyais la gratitude mêlée de rancune. T'as gagné. Lucien.
T'es le héros maintenant. Gagné? La victoire avait un goût de cendre. Amer comme un café parisien refroidi. Pourtant, le drame n'était pas fini. Une lettre anonyme est arrivée, une menace de l'usurier. Rembourse ou on s'occupe de ta famille. Antoine avait eu ses dettes. Et elles revenaient hanter. Comme des spectres de Les Misérables. La vraie bataille commençait, non plus contre lui, mais contre les ténèbres qu'il avait invoquées. Le nouvel an 2026 est levé sur Paris comme un engové collectif. Avec ses confettis piétinés sur les trottoirs et ses promesses de renouveau vite noyées dans le brouillard matinal. Chez nous, la lettre de menace avait jeté une ombre plus longue que les tours de Notre-Dame enneigées, transformant les rires forcés des fêtes en murmures paranoïaques. C'est qui? Ces types, ai-je demandé à Antoine, le coinçant dans la cuisine de Claire un matin de janvier, alors que les filles étaient à l'école et elle au Monoprix. Il a baissé la tête. Ses mains d'autrefois si habiles à charmer au tremblant sur une tasse de Nescafé soluble. Des requins de Pigalle. J'ai emprunté pour rien. Pour vivre. Vivre. Encore ce mot. Écho moqueur dans le contexte d'une mort annoncée. J'ai senti la rage remonter. Pas contre lui cette fois, mais contre le système qui broie les faibles, les usuriers qui sucent le sang des prolos parisiens. Les juges distants qui ignorent les drames domestiques. Combien ai-je exigé? 10 000. Plus les intérêts. 10 000. Une fortune pour un homme qui gagnait sa croûte en servant des demi au zinc. J'ai payé. Encore une fois un emprunt bancaire à taux raisonnable. Prélevé sur mes économies. Celle destinée à un hypothétique voyage en Provence avec. Qui? Personne. Car l'amour, pour moi, était un luxe que je m'interdisais. Antoine, libéré de cette épée de Damoclès, a eu un sursaut, il a cherché du travail. Un mi-temps comme livreur Uber Eats. Pédalant dans les rues verglacées avec un bonnet enfoncé sur son crâne chauve. Je rembourse. Lucien. Juré, m'a-t-il dit un soir. Après une livraison tardive. Son blouson luisant de pluie. Je l'ai cru. À moitié, l'autre moitié veillait. Suspicieuse. Comme un corbeau sur les gargouilles de la cathédrale. Les filles. Elles. Oscillaient, Élise. Pragmatique. Lui envoyait des SMS encourageant au tien bon. Papa, Margot. Instinctive. Lui tricotait une écharpe aux couleurs criardes. Un talisman contre le froid et la maladie. Mais la revanche. Cette hydre aux multiples têtes. N'était pas assouvie. Elle mutait. Se tournant vers l'intérieur, contre moi-même. Contre les sacrifices que j'accumulais comme des dettes morales. Les nuits. Je rêvais d'Antoine enfant. Nous deux courant dans les ruelles de Barbès. Riant des flics qui chassaient les pickpockets. On est ensemble contre le monde, criait-il. Mensonge précoce. Semence de la trahison future. Réveillé en sueur. Je notais dans mon journal, la haine est un miroir, on y voit son propre visage déformé. L'audience au tribunal. Enfin venue. A été un théâtre absurde sous les hauts plafonds voûtés de l'île de la Cité. Nous y sommes allés en famille, un cortège improbable, Claire en tailleur noir emprunté. Les filles en robe sage. Antoine soutenu par une canne. Moi en chemise amidonnée comme un clerc de notaire. Le juge. Une femme d'une cinquantaine d'années aux cheveux grisonnants tirés en chignon sévère. Nous a toisé par-dessus ses lunettes. Son marteau un sceptre de jugement. Monsieur Antoine. Qu'avez-vous à dire pour votre défense concernant les arriérés de pension? Antoine s'est levé. Palmet droit.
sa voix chevrotante portant l'écho de ses chimios. J'ai failli. Madame la juge. La maladie m'a brisé. Mais avant ça. L'égoïsme. Je signe l'aveu. Et je m'engage à payer en mensualité. Silence dans la salle. Seulement rompu par le grattement du greffier. Élise a serré ma main. Ses ongles enfoncés dans ma paume aux douleurs partagées. Solidarité muette. Le juge a hoché la tête, garde suspendue pour 6 mois. Probation médicale. Recouvrement ordonné. Victoire? Pyrrhic. Antoine a souri faiblement. Un sourire de condamné gracié. Dehors. Sous un ciel de plomb. Claire a craqué, c'est fini? Non. Rien n'était fini. La maladie progressait. Les dettes persistaient. Et la famille. Ce fragile édifice menaçait de s'effondrer. J'ai proposé une escapade, un week-end à Deauville. Sur la côte normande. Pour respirer. Antoine a accepté. Les yeux brillants d'un espoir neuf ou d'un mirage. Train de nuit. Compartiment brinque-ballant. Les filles excitées comme des gamines de 10 ans. Pas de 15 et 8. On va voir la mer, gazouillait Margot. Son nez collé à la vitre. Deauville. Avec ses planches élégantes et ses villas belle époque. Était un contraste saisissant avec notre misère urbaine. Nous avons marché sur la plage. Le vent atlantique fouettant nos visages. Antoine traînant la jambe mais refusant mon bras. Je suis pas invalide, grogna-t-il. Élise ramassait des coquillages. Les classant par taille comme un rituel scientifique, Margot construisait un château de sable. Antoine s'agenouillant pour l'aider. Ses mains tremblantes modelant les tours. Comme quand t'étais bébé, murmura-t-il. Et pour un instant. J'ai vu le père qu'il aurait pu être. Le soir. À l'hôtel Les Flambards, un reliquat art déco. Nous avons dîné de fruits de mer. Le crabe et les huîtres glissant comme des secrets dans nos gorges. Antoine a bu modérément. Un verre de cidre pétillant. Et a raconté des histoires, notre grand-père. Pêcheur breton perdu en mer, maman chantant des complaintes en galop. Les filles écoutaient. Captivées. Et même Élise a ri. Un rire clair comme les vagues. Moi. Je veillais. Notant chaque sourire comme une pièce à conviction. Mais la nuit a apporté la tempête. Antoine. Fiévreux. S'est réveillé en sueur. Vomissant dans la salle de bain carrelée de blanc. J'ai tenu ses épaules. Claire changeant les draps. Les filles tapies dans leur chambre adjacente. C'est la chimio, Altaïl. Non, c'était la vie. Crachant ses poisons. Au matin. Pâle comme un linge. Il a insisté pour rentrer, Paris m'attend. Mes démons aussi. Le retour en train a été silencieux. La Normandie s'effaçant derrière nous comme un rêve évanoui. À la gare Saint-Lazare. Un taxi nous a engloutis. Direction Clichy pour les filles. Belleville pour Antoine. Montmartre pour moi. Merci. Frangin, a-t-il dit en descendant. Sa canne claquant sur le trottoir mouillé. Pour tout. Tout. Incluant la revanche que je n'avais pas lâchée. Tapi comme un chat dans l'ombre. Les mois suivants ont vu une trêve fragile. Antoine payait ses mensualités. Chichement mais régulièrement. Son Uber Eats complété par des petits boulots aux vigiles de nuit. Ce qui l'épuisait plus que la maladie. Les filles le voyaient. Supervisé, café au Luxembourg. Où Élise disséquait ses notes et Margot dessinait, promenade au Père-Lachaise. Où il leur montrait la tombe de Proust.
L'écrivain qui fouillait les souvenirs comme des plaies. Moi. J'ai repris le lycée. Mais changé, mes cours sur les liaisons dangereuses prenaient une teinte personnelle. Les intrigues de Valmont résonnant comme des échos de ma propre machination. Un collègue. Une prof de psycho nommée Isabelle Brune. Aux yeux verts comme. Non. Je refusais la comparaison. M'a invité à un verre après les cours. Tu sembles hanté. Lucien. Hanté? Oui. Par des fantômes fraternels. La rechute est survenue en mars. Brutale, métastase au foie. Verdict du Cochin comme un coup près. Antoine m'a appelé du lit d'hôpital. Sa voix un fil ténu, viens. Faut qu'on parle. Vraiment. J'y suis allé. Bouquet de mimosa à la main en fleurs de printemps. Ironie cruelle. Dans la chambre aseptisée. Entouré de bips et de tubes. Il m'a fixé, je sais ce que t'as fait. Les dîners. Les questions. T'as voulu me briser pour me reconstruire. Ou me tuer doucement. J'ai nié. Mais mes yeux m'ont trahi. Pourquoi, a-t-il demandé. Une larme traçant un sillon sur sa joue émaciée. Pour les filles. Pour maman. Pour nous. Nous. Le mot a suspendu le temps. Nous ramenant à ces nuits d'enfance où nous partagions un lit étroit. Chuchotant des rêves de gloire. Pardonne-moi. Lucien. Pardon? Il venait. Tardif. Mais réel. J'ai serré sa main. Sentant les veines saillantes comme des rivières asséchées. Déjà fait. Mais la revanche. Cette garce insidieuse. Avait un dernier coup, Élise. Enceinte. 16 ans. D'un garçon de son lycée. Un gamin aux allures de rappeur de banlieue. C'est pas voulu. Tonton, a-t-elle pleuré dans mon appartement. Son ventre encore plat sous le pull oversized. Antoine. Informé. Harry jaune depuis son lit, l'histoire se répète. Mais pas avec moi. Non, avec nous tous. Cycle infernal de l'abandon potentiel. Le printemps 2026 a fleuri sur Paris avec une insolence cruelle, cerisier en fleurs le long de la Seine. Terrasse bondée de rire et de chardonnay. Tandis que dans nos vies, la maladie d'Antoine pourrissait comme une plaie mal soignée. Élise. Enceinte de 3 mois. Portait son secret comme un boulet. Ses cours au lycée devenant un calvaire de nausées et de regards en coin. Je garde le bébé, m'a-t-elle annoncé un après-midi pluvieux. Assise sur mon canapé. Une main protectrice sur son ventre. Mais le père. Il flippe. Il veut pas assumer. Assumer. Ce verbe. Si français dans sa lourdeur administrative. Résonnait comme un défi lancé à notre lignée maudite. J'ai pris les rênes. Comme toujours, rendez-vous chez le gynéco. Écho montrant un fœtus minuscule mais vigoureux. Allocation familiale à demander à la CAF de Clichy. Claire. Effondrez d'abord pas ma fille. Pas comme ça. C'est reprise. Tricotant des chaussons minuscules avec une laine rose bon marché. Margot. Intuitive. Dessinait des berceaux flottants sur des nuages. Murmurant, un petit frère pour moi. Antoine. Cloué à son lit d'hôpital. A réagi par un appel larmoyant, dis-lui que je suis fier. Et que je serai grand-père. Même si. Même si. La mort planait. Invisible mais palpable. Comme l'ozone avant l'orage. Ses chimios le laissaient exsangue. Des jours à dormir 16 heures. Des nuits à hurler contre les démons de la morphine. Je veillais.
Alternant avec Claire, lecture de Le Comte de Monte Cristo au Dumas pour l'évasion. La vengeance accomplie, promenade en fauteuil roulant dans les jardins du Luxembourg. Où les statues de reines défunts semblaient le narguer. Regarde Marie de Médicis, disais-je. Puissante. Mais oubliée. Comme nous tous. Si on laisse la vie nous effacer. La revanche. À ce stade. S'est émué en quelque chose de plus complexe, pas destruction. Mais exorcisme. Antoine confessait. Dans ces moments de lucidité chimique, j'ai fui parce que j'avais peur d'être comme papa absent. Alcoolique. Ironie, je l'ai dépassé. Papa. Notre père. Mort d'une cirrhose quand nous étions ados. Un fantôme alcoolisé dont l'ombre nous poursuivait. On brise le cycle, ai-je répondu. Serrant sa main décharnée. Pour Élise. Pour le bébé. Les usuriers. Apaisés par mes paiements. Avaient reculé. Mais pas sans une dernière menace, un appel nocturne. Voix gutturale, ton frère nous doit encore. Où on s'occupe de la gamine enceinte. J'ai tremblé. Mais agi, dépôt de plainte au commissariat de Belleville. Flic blasé notant les détails entre deux cafés. On surveille, ont-ils promis. Sans conviction. Paris. Ville des Lumières. Est aussi celle des ombres. Où la loi patine sur les pavés glissants de la corruption. Élise. Gonflée par les hormones. Oscillait entre rage et tendresse, dispute avec son petit ami un certain Karim. Mécano aux épaules larges et au regard fuyant, câlin avec Margot. Qui lui lisait des albums sur les bébés lapins. Tu seras une super maman, lui disais-je. Et elle hochait la tête. Dubitative. Moi. L'oncle éternel. Je me surprenais à rêver de paternité, bercer ce nourrisson. Lui enseigner les vers de Verlaine sous les étoiles de Montmartre. Antoine. Dans un sursaut d'énergie. A insisté pour une sortie, l'accouchement d'Élise approchait. Et il voulait être là. Hôpital américain de Neuilly. Maternité privée payée par mes économies au luxe amer pour une famille de prolos. Le jour J. En mai. Sous un soleil radieux qui moquait nos angoisses. Élise a poussé des heures durant. Son cri primal résonnant dans les couloirs carrelés. Antoine. Relié à une perfusion. A tenu sa main, respire. Ma fille. Comme la mère à Deauville. À 14h27. Un garçon, Noah. Rose et hurlant. 7 livres de vie brute. La chambre. Baignée de lumière filtrée par les rideaux crème. Est devenue sanctuaire. Claire pleurait. Margot touchait le minuscule point du bout du doigt, Élise. Épuisée mais rayonnante. Murmurait, il a tes yeux. Papa. Antoine. Des larmes coulant sur ses joues creuses. A hoché la tête, non. Les nôtres. Pour la première fois. J'ai vu l'unité, pas parfaite, mais réelle. Forgée dans le feu de la souffrance. Mais la maladie ne pardonne pas. 2 semaines plus tard. Rechute majeure, infection nosocomiale. Fièvre à 40. Transfert en soins intensifs au Cochin. Nous avons veillé en rotation. Le bip des moniteurs comme un métronome funèbre. Je regrette tout, chuchotait-il dans ces moments lucides. Surtout toi. Lucien. Le frère que j'ai trahi. Trahi. Le mot ouvrait les vannes, j'ai pleuré. Là. Dans cette chambre aseptisée. Confessant ma propre revanche. Mes dîners piégés. Mes silences calculés. On était égaux dans la merde, a-t-il ri faiblement. Mais t'as été plus fort. Les filles. Informées.
On visitait, Élise avec Noah emmailloté. Margot avec un dessin de famille élargi. Ne pars pas, suppliait la petite. Antoine souriait. Épuisé, je veille sur vous. D'en haut. Claire. Usé jusqu'à la moelle. Me prenait à part, il t'a pardonné. Et toi? Pardonné? Oui. Dans cette cathédrale laïque qu'est un hôpital français. Où la mort égalise tous les rangs. L'usurier a frappé une dernière fois, intrusion chez Antoine. Studio saccagé. Menace gravée sur le mur, paye ou crève. J'ai payé le reste. Vendant mon vieil ordinateur et des livres rares, Les Fleurs du Mal édition originale. Relique de maman. Fini. La dette extérieure, restait l'interne. Celle de l'âme. Antoine s'est éteint un soir de juin. Sous une lune pleine qui baignait Paris d'argent. Je t'aime. Frangin, ces derniers mots. À moi penché sur le lit. Le cœur s'est arrêté. Paisiblement. Après des années de tempête. Funérailles simples au Père-Lachaise. Cercueil de chêne bon marché. Discours de moi, il a fui. Mais il est revenu. Pour nous. Élise. Noah dans les bras. À pleurer, Margot a jeté une rose blanche, Claire a serré ma main. Veuve 2 fois. La revanche? Accomplie. Ou dissoute? En vidant son appartement en carton de photos jaunies. Lettre non envoyée aux filles. J'ai trouvé une enveloppe, pour Lucien. Mes excuses. Et mon héritage, vie pour eux. À l'intérieur. Un chèque pour les arriérés. Et une note, t'es le père qu'il mérite. Larmes. Rage. Paix, cocktail émotionnel français par excellence. L'été 2026 a enveloppé Paris d'une chaleur moite. Celle qui fait fondre l'asphalte et les cœurs endurcis. Transformant les rues en four où les souvenirs mijotent à feu doux. Un mois après la mort d'Antoine. La maison de Clichy bruissait d'une vie nouvelle, Noah. Ce petit tyran rose. Régnait en maître. Ses pleurs nocturnes rythmant nos insomnies comme un jazz discordant. Élise. Mère malgré elle. Naviguait entre couches et biberons. Son bac reporté mais son regard affermi femme en devenir. Forgée dans le creuset familial. Merci. Tonton me disait-elle souvent. En me tendant le bébé pour une pause bien méritée. Merci pourquoi? Pour avoir tenu la barre. Ou pour avoir ourdi la tempête qu'il avait menée ici? Claire. Grand-mère épanouie. Avait repris du poil de la bête, retour à ses racines bretonnes pour un mois de vacances. Ramenant des crêpes et des histoires de vagues furieuses. Margot. 9 ans maintenant. S'était muée en petite nounou. Berçant Noah avec des comptines apprises à l'école, frère Jacques. Dormez-vous? Moi. Lucien. L'oncle omniprésent. Jonglait entre le lycée aux rentrées septembre. Avec un programme sur l'homme révolté de Camus. Ironie du sort et ses visites quotidiennes. Mon appartement de Montmartre devenant nurserie improvisée. La revanche. Ce spectre que j'avais invoqué comme un génie maléfique. S'était évaporé avec le dernier souffle d'Antoine. Laissant un vide béant. Un écho de questions sans réponse. Étais-je vengé? Les filles avaient-elles guéri? Où avais-je? Dans ma quête de justice. Semé des graines de rancune plus profondes? Les nuits. Seul avec le chat qui ronronnait sur mes genoux. Je relisais mon journal, page noircie de rage. Maintenant tachée de larmes séchées. La famille n'est pas une chaîne? Mais un filet, on y tombe ensemble. Ou on s'y rattrape. Karim. Le père de Noah. Avait filé comme un lièvre dès le test de paternité au positif? Mais sa présence négative.
Élise l'avait traîné devant le juge, obtenant une pension symbolique, 100 € par mois, prélevée sur son salaire de mécano. Il paiera. Un jour, jurait-elle, les yeux flamboyants. Je hochais la tête. Enseignant muet, l'histoire se répétait. Mais avec une twist au L. La fille de l'abandonné devenait la tenace, refusant le rôle de victime. Un automne précoce a apporté les premières feuilles rousses. Et avec elle, une lettre du notaire, succession d'Antoine. Peu de choses aux dettes apurées par mon intervention. Un studio à vendre pour 10 000 € net. Pour les enfants, stipulait son testament holographe. Écrit d'une main tremblante sur du papier à cigarette. J'ai vendu. Reversé à Élise pour ses études reportées, prépa littéraire. Rêve de Sorbonne. À papa, a-t-elle trinqué. Un verre de cidre à la main lors d'un dîner improvisé chez moi aux crêpes bretonnes. Vin rouge de Bordeaux. Rire malgré les absences. Margot. Grandit trop vite. Poser des questions pointues, tonton. Pourquoi papa est parti? Je répondais avec la vérité dosée. Comme un médicament, il était perdu. Mais il t'aimait. Et il est revenu pour toi. Elle hochait la tête. Satisfaite? Et dessinait des pères ailés, veillant sur des nichés d'enfants. Noah. 6 mois. Gazouillait des voyelles indistinctes. Ses yeux vers l'héritage maudit ou béni? Fixant le vide comme s'il y cherchait déjà des réponses. Ma propre vie. Ce désert aride commençait à verdir. Isabelle, la prof de psycho, avait persisté, dîner aux zincs de la rue des Abbesses. Discussion sur Freud et les pères absents. T'es un roc. Lucien, disait-elle, sa main effleurant la mienne sous la table. Roc? Non. Éponge, absorbant les douleurs d'autrui jusqu'à l'étouffement. Mais avec elle. J'osais, un baiser volé sous les lampadaires de Montmartre. Goût de café et de promesses. Pas de hâte, murmurait-elle. On répare d'abord. Noël est revenu. Sans Antoine mais avec son fantôme bienveillant, photo sur le manteau de la cheminée. Toast à sa mémoire autour d'un sapin clignotant. Élise. Ventripotente à nouveau? Non. Mais confiante. Noah sur ses genoux babillant au PAPA. Claire. Revenue de Bretagne avec un air marin dans les cheveux. Racontait des légendes de marins perdus et retrouvés. Margot chantait des cantiques. Sa voix claire perçant le froid. La vraie clôture est venue en janvier. Un an jour pour jour après sa mort, visite au Père-Lachaise. Gerbe de chrysanthème sur la pierre fraîche. On t'aime. Papa, a dit Élise. Noah endormi contre elle. Margot a ajouté, revient en rêve. Claire a prié en silence. Ses lèvres remuant des patenôtres bretonnes. Moi. J'ai murmuré, repose en paix. Frangin. La dette est payée. Payée. Ce mot, qui avait lancé la tempête, sonnait maintenant comme une libération. La revanche n'avait pas détruit, elle avait reconstruit. Pierre par pierre. Une famille bancale mais debout. Paris. Indifférente. Continuer son ballet, métro bondé. Amours éphémères. Drames intimes dans les HLM et les mansions. Mais pour nous, un chapitre se fermait, laissant place à l'inconnu, au bébé à élever. Cœur à penser. Vie à tisser. Et moi? Lucien. L'oncle. Le vengeur repenti. J'écrivais enfin, un roman. Inspiré de tout ça. Page volante sur mon bureau encombré.
Titre provisoire, frère oublié. Pas pour haïr, mais pour guérir. Car au fond, la plus grande revanche est la vie, tenace, impitoyable, belle dans sa laideur.